La République démocratique du Congo au menu de votre émission Angle de vue en marge du sommet de la francophonie à Antananarivo, sommet qui a pris fin ce dimanche. Le ministre congolais des Affaires étrangères a déclaré que la présidentielle censée avoir lieu cette année ne pourra pas se tenir avant avril 2018. Raymond Chibanda a par ailleurs critiqué l'opposition qui demande le départ du président Joseph Kabila Kabange. Quelle analyse faire des propos du ministre? Raymond Chibanda passe-t-il un message? Quel message donc dans un contexte où le gouvernement d'union nationale du nouveau Premier ministre Sami Badibanga est attendu? Ces propos sont-ils censés réunir les Congolais? La question sera posée à nos débatteurs du jour. République démocratique du Congo, pas de présidentielle avant avril 2018. À quoi s'attendre après les propos de Raymond Chibanda? Premier débat du jour. Ensuite, en Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo reprend ce lundi avec ses avocats. En effet, une médiation du bâtonnier a permis leur retour après une suspension de 2 semaines. Selon les propos de maître Rodrigue Dadier, un de ses avocats, on leur aurait garanti que les droits de la défense seront respectés. Une volte-face car le juge avait auparavant déclaré que des avocats commis d'office allaient la défendre et ce, même en son absence. Elle avait plusieurs fois refusé de comparaître pour protester contre, entre autres, le refus de faire appel aux personnalités demandées par ses avocats. Côte d'Ivoire, reprise du procès de Simone Gbagbo avec ses avocats, stratégie payante pour l'ex-première dame. La question sera au menu du second débat du jour. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Suivons d'abord le flash, le point de l'actualité sur le continent africain. En Afrique du Sud, le cas Zuma a été abordé ce week-end frontalement lors d'une réunion du comité national exécutif de l'ANC. Le comité exécutif est la seule entité autorisée à démettre un président de ses fonctions en dehors d'une conférence élective. Selon la presse, le ministre du Tourisme aurait demandé à ce qu'une motion de censure contre Zuma soit votée au sein du parti. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement prend aussi clairement position contre le président sud-africain. Le chef de l'ex-junte malienne Amadou Sanogo, qui doit être jugé à partir de ce mercredi pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires, est prêt pour son procès, a affirmé maître Ismaël Touré, un de ses avocats. Les propos tenus à Sélengué, où est détenu le chef de l'ex-junte malienne. De son côté, un responsable de l'association des familles de militaires disparus a affirmé dimanche avoir reçu des menaces de mort par téléphone. En République démocratique du Congo, 35 civils ont été tués dimanche dans l'attaque d'un camp de déplacés Hutus par une milice Nandé dans une zone de l'Est, théâtre d'affrontements récurrents entre ces deux communautés. Il s'agit du massacre le plus meurtrier depuis 1 an environ, que des heurts interethniques liés surtout à des querelles foncières agitent le centre-est de la province du Nord Kivu, déchirée par la violence des conflits depuis plus de 20 ans. République démocratique du Congo, pas de présidentielle avant avril 2018. À quoi s'attendre après les propos de Raymond Chibanda, premier débat du jour qui prend place juste après l'intermède. Et avec nos invités sur ce plateau, Fernand Azonanon, vous êtes journaliste, spécialiste de l'urgence humanitaire et des organisations de la société civile en abrégé OSC. Fernand Azonanon, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste et merci de nous avoir associés à ce débat. Face à vous, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Lamine Cissé, un habitué de cette émission. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, journaliste. Ma première question est pour vous, Fernand Azonanon. Quelle est votre analyse de la situation politique qui prévoit actuellement en RD Congo? Merci monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord saluer les nombreux abonnés de cette émission, très très suivie de par le monde. Une émission qui fait le zoom hebdomadaire sur l'actualité panafricaine. C'est un plaisir pour moi, d'être sur ce plateau, d'ailleurs avec monsieur Lamine Cissé, et que j'appelle affectueusement maître. C'est un plaisir parce que la République démocratique du Congo est un mystère. J'ai accepté de participer à votre débat parce que j'y ai travaillé. J'y ai travaillé pendant plusieurs années. Je connais la République démocratique du Congo, plusieurs régions de ce pays. Et j'ai également suivi plusieurs débats sur votre télévision, plusieurs débatteurs et des personnalités émérites qui sont passés par ici. Mais j'estime qu'avant d'analyser la situation de la République démocratique du Congo, il faut connaître la typologie.
de ce pays, la sociologie de la République démocratique du Congo. La RDC n'est pas un pays comme les autres. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire qu'on veut analyser la situation qui prévaut dans ce pays. Vous vous souvenez, dans les années 90 et au début des années 2000, il y avait cette danse qu'on appelait Ndombolo. En d'autres termes, la danse des singes. Alors, la danse des singes caractérise parfaitement ce qui se passe en République démocratique du Congo. Comment donc? Et aujourd'hui, nous parlons de débat politique et nous voyons des acteurs politiques de la République démocratique du Congo se manger la queue et danser comme des singes tout autour de la marmite. J'estime que c'est un bal masqué. Les Congolais, en leur sein, savent que c'est un bal masqué, qui ne se disent pas la vérité, qui ne sont pas prêts à aller vers un vrai dialogue. Alors, pour revenir à votre question, pourquoi aujourd'hui il y a tant de hauts et de bas, pourquoi il y a tant de recul sur apparemment les décisions qui sont prises de commun accord. Je voudrais vous dire que déjà, la conclusion du dialogue qu'a connu la RDC récemment a annoncé les couleurs. Donc, je ne vois pas le nouveau Premier ministre Sami Badibanga en train de réinventer la roue ou d'imaginer quoi que ce soit. Imaginez-vous, le dialogue a pris fin avec la signature d'un accord qui prévoit l'élection présidentielle au mieux en avril 2018. C'est déjà dans l'accord. Donc, il n'a rien inventé. Et en plus, les conclusions de l'accord donnent au président de la République la possibilité de rester jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Alors, donc, je ne vois pas qu'est-ce que le nouveau Premier ministre a inventé. Donc, il n'a fait que répéter ce qui est consigné dans les conclusions de cet accord. Maintenant, il faut questionner cet accord. Je fais partie de ceux qui pensent que cet accord n'a pas tenu compte de la vie des Congolais, des milliers de Congolais qui souffrent. J'ai travaillé dans ce pays en tant qu'acteur humanitaire, dans les deux Kivu. J'ai travaillé dans l'une des provinces, les provinces les plus enclavées, la province du Maniema. J'ai vu des massacres d'hommes et de femmes. Imaginez-vous, monsieur le journaliste, des générations entières de Congolais, hommes, femmes et enfants, qui ont vu massacrer leurs ancêtres, leurs arrière-grands-parents, leurs grands-parents, qui ont vu massacrer leurs parents et qui aujourd'hui ne peuvent plus dire concrètement de quelle région de la RDC ils sont originaires. Vous voulez que ces gens-là s'asseyent à une table de discussion? J'ai participé à des discussions, à des réunions, des séances de négociation, de plaidoyer avec l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton quand elle a visité la RDC, Goma précisément, en 2009. Et il y avait à nos côtés le docteur qui gérait l'hôpital Hill Africa, qui est d'ailleurs candidat au prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Nous avons vu des massacres de femmes, des femmes éventrées par des soldats, des femmes fistuleuses transformées du jour au lendemain en fistuleuses parce que des soldats ont décidé d'en faire leur cible, leur proie facile dans ce conflit. Vous voulez que ces gens-là s'asseyent autour d'une table de négociation? Je crois que le dialogue n'est pas pour demain en République démocratique du Congo. C'est mon avis. Voilà, merci. Lamine Cissé, nous allons rapidement recueillir votre avis sur les propos du ministre de la communication politique, vous qui êtes un expert en communication politique. Non, moi, je pense que, comme M. Fernand l'a dit, ça fait 18 mois, hein, concrètement. Si on analyse sans émotion, c'est dans la pratique, dans le processus du dialogue politique. Ça veut dire que quand on calcule, ça fait juste 18 mois. Et la CENI a dit, avant 18 mois, ils ne pourront pas organiser une élection. Je crois que les accords sont partis de là. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient à ce truc-là. Parce que s'il avait, par exemple, parlé en dehors des accords, on comprendrait que ce qui n'est pas encore mis sur place, ça pourrait créer des frustrations. Mais maintenant, je crois que le dialogue est enclenché. C'est-à-dire, je ne voudrais pas qu'on réveille l'histoire pour en faire, n'est-ce pas, un leitmotiv de dialogue. C'est parce qu'il faut que les gens se surpassent. Je voudrais un peu rappeler à mon ami Fernand pour lui dire, il faut que les gens se surpassent. Il y a plusieurs morts. Quand on veut maintenant dire que la famille de Patrice Lumumba n'a qu'à réveiller pourquoi ils ont tué Patrice Lumumba, et que tant d'autres morts au Congo, en RDC, veulent réveiller cela pour en faire un élément de dialogue politique, on n'ira nulle part.
C'est pourquoi on a toujours appelé à la paix des braves. Je crois que le processus est enclenché. Il faut encourager ceux qui sont sur le tableau de faire un dialogue, d'élargir. Comme l'Église est en train de le faire, le dialogue continue dans les coulisses. Je crois qu'il faut amener à créer le maximum, n'est-ce pas, de partisans à ce dialogue. Non, vous permettez, monsieur le journaliste, je voudrais juste rappeler à monsieur Lamine Cissé qu'il n'y a pas eu de dialogue. C'est un marché de dupes, et vous le savez parfaitement. Et tout le monde l'a rappelé. Les Américains, les États-Unis d'Amérique, la France, l'ONU, tout le monde a demandé à Joseph Kabila d'aller véritablement vers un dialogue inclusif. Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Il n'a pas associé tous les partis de l'opposition, il n'a pas associé toutes les franges, les composants de la société qui sont meurtris depuis plusieurs décennies par ce conflit. Alors, il n'y a pas eu de dialogue, et tant qu'il n'y aura pas un dialogue inclusif, on ne pourra pas parler de paix. Joseph Kabila a raté l'occasion rêvée que la providence divine lui a accordée pour rentrer dans l'histoire comme un Paul Kagame, et c'est dommage. Nous allons voir par quelle porte il finira par sortir. Mais je rappelle. Rapidement, la ministre. Non, je voudrais rappeler que le dialogue est sous l'auspice de l'Union africaine. Oui. Il ne peut pas être plus royaliste que l'Union africaine. Il faut qu'on respecte nos institutions africaines. Ça, c'est un. Deuxièmement, la déclaration récente de Ban Ki-moon, qui a encouragé la nomination du Premier ministre Sami Badibanga. Mais il l'a encouragé. Même si Ban Ki-moon a rappelé et a appelé à plus d'inclusivité. Oui, mais il a encouragé le processus. Le président de la francophonie, le secrétaire général de la francophonie, mais ils ont tous appelé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des forces isolées qui amènent les Congolais vers la dérive. Quand il y a un processus qui est mis sur place par nos institutions par lesquelles nous nous identifions en tant qu'Africains, il faut qu'on soit fiers et accompagnés. C'est ça, moi, mon... D'accord. Raymond Tshibanda, le ministre des Affaires étrangères congolais, a lui loué les mérites du président Joseph Kabila Kabange. Il a critiqué l'opposition qui appelle au respect strict de la Constitution en sus de ses propos. Messieurs, sur la date de la présidentielle, nous allons suivre un extrait de sa déclaration. Il a été arrêté au 31 juillet 2017. On terminerait l'opération d'enrôlement des électeurs et qu'au mois d'avril 2018 aurait lieu des élections. Avant cela, il n'y a aucun expert qui pense que c'est faisable. Je ne peux pas exclure qu'il y ait quelques tentatives de violence parce qu'il est clair que tous les acteurs politiques congolais ne sont pas nécessairement responsables. Qu'il y en a quelques-uns qui justement sont en train d'investir dans la politique du pire afin de pouvoir organiser un soulèvement populaire, afin de pouvoir accéder au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Ce qui est clair cependant, c'est que l'État congolais prendra ses responsabilités, mais aussi que le peuple est en train de démontrer qu'il n'est pas prêt à se laisser manipuler. Vous avez certainement suivi qu'à plusieurs reprises, cette frange extrémiste de l'opposition a lancé des appels à des activités ville morte ou marches ou ceci et cela, qui n'ont pas été suivies par la population. Et la répression policière, c'est à eux à décider, mais je pense que quand ils lancent ces appels, ils appellent la population, ils appellent les jeunes à descendre dans la rue. Moi, je constate que les jeunes n'ont pas suivi. Maintenant, les explications, chacun peut donner les explications qu'il veut. Je crois qu'entre le Joseph Kabila et son peuple, il y a une compréhension mutuelle. Et ceux qui ne comprennent pas, ce sont ceux qui ont d'autres schémas pour la République démocratique du Congo. Mais ces schémas ne réussiront pas. Vous pouvez être certain de ça. Votre réaction suite aux propos du ministre congolais des Affaires étrangères? Alors, je le confirme, c'est la danse des macaques qui continue toujours. Et je voudrais d'ailleurs revenir sur la nomination de Sami Badibanga comme Premier ministre. Et je suis vraiment désolé, je ne pense pas que ce soit l'homme de la situation. Vous avez lu son parcours politique? C'est un élément halogène, excusez-moi, je n'aurais pas peur des mots, de dire que c'est un traître, un débauché de l'opposition qui d'abord a trahi son mentor, Étienne Tshisekedi de l'UDS, parce qu'il est allé aux élections
de 2011 sous la bannière de l'UDPS. De l'UDPS. Et son mentor... Est-ce que l'appel d'Étienne Tshisekedi à l'époque, est-ce que cet appel-là était responsable? Demander que 52 députés issus d'une formation politique se retirent du Parlement parce que Étienne Tshisekedi estimait à l'époque que les élections n'étaient pas, que les résultats n'étaient pas valables. Vous parlez de responsabilité? C'est un choix politique. Et là, on doit respecter. Je reproche justement à Sami Badibanga et ses collègues d'avoir fait preuve d'indiscipline lorsqu'on s'engage dans une action politique au sein d'une bannière, d'un label politique comme l'UDPS, on respecte les consignes et on fait preuve de discipline. Il n'a pas fait preuve de discipline, il est allé justement, et vous avez vu quand ils sont allés à l'Assemblée, ils ont créé donc un groupe parlementaire sous la bannière de l'UDPS et à l'arrivée... Alors donc, il est dans sa logique. Sa logique dès 2011, c'était déjà de partir de l'opposition et de se retrouver du côté du pouvoir. C'est ce que nous avons observé. Alors, Lamine Cissé, contrairement à ce qu'avance le ministre des Affaires étrangères, il y a quand même des experts qui ont estimé qu'on pouvait bien écourter un peu plus le délai demandé par la CENI pour toiletter le fichier électoral. Je crois que, dans sa déclaration, je trouve un peu la dose de politique politicienne. C'est une communication politicienne. Je crois que de son posture de ministre des Affaires étrangères, j'attendais plutôt un discours qui rassemble. Mais c'est partisan, ce qu'il a dit. C'est pas totalement tout ce que je partage, que les gens, on appelle les gens dans la rue, les gens ne sortent pas. Non. Je crois qu'on doit aller vers le processus de réconciliation nationale. Parce que pour moi, ce qui se passe en RDC actuellement, c'est un processus de réconciliation nationale. C'est comme un gouvernement de large union nationale pour aller vers des élections. Donc ces propos, selon vous, ne sont pas des propos qui rassemblent. Il y a certains propos, dans certains éléments dans ces propos que je n'accepte pas, je ne partage pas. Parce qu'il ne faut pas fustiger. L'opposition est une opposition qui est dans son rôle. Ne fustigez pas. Peut-être que vous pouvez minimiser l'ampleur de les actions sur le terrain, mais ne les amenez pas à aller... Quand quelqu'un veut aller vers le feu et vous l'encouragez, il ira au feu. Là, je n'ai pas apprécié. Mais je suis en train de dire tout simplement, dans la date qu'il a fixée en avril 2018, c'est dans les accords, comme mon frère Fernand vient de le dire. Seulement, je voudrais faire comprendre à mon ami Fernand. Vous savez, sur le plateau, là, c'est nos divergences dehors qu'on est en train de montrer sur le plateau. Je n'ai jamais été d'accord avec lui parce que le problème qui se pose est que, moi, je dis, un parti, c'est pas l'armée. C'est pas l'armée. On a le droit de désobéir à la consigne à tout moment. Pas la désobéissance. Il faut être convaincu. Si la marche du parti ne vous convainc pas, en tant qu'individu, vous avez la latitude de prendre position par rapport à ça. C'est pas parce que le chef a dit, mais Tshisekedi, c'est quand? Je vous l'ai dit, mais vous faites l'histoire sur, comment dirais-je? Sami Badibanga? Non. Oui, Sami Badibanga, vous faites l'historique sur lui. Faites l'historique sur Tshisekedi. Vous allez comprendre, Tshisekedi, c'est lui avec Mobutu. C'est tous les sales boulots qui sont faits en RDC, c'est eux qui ont amené à l'abattoir Patrice Lumumba. Lamine Cissé ne rate aucune occasion de tirer sur Étienne Tshisekedi. Moi, je voudrais tout simplement qu'ils comprennent que ça se passe partout ailleurs. Si vous conduisez, parce que ce n'est pas Étienne Tshisekedi seulement qui fait le parti, l'UDPS. C'est tous les franges, toutes les compétences qui ont travaillé. La jeunesse a d'ailleurs pris le pouvoir au parti. On sait que le secrétaire général actuellement, c'est Jean-Marc Kabounda Kaboun, qui est un tout jeune. Ça veut dire il ne faut pas avoir la même vision et la même conviction politique. Il faut qu'il y ait des changements. Je pense que ce monsieur-là, même quand il va dans la rue, il était un opposant farouche. Il allait dans la rue, il luttait contre Kabila. Maintenant, nous sommes dans le processus de réconciliation nationale que je dis, il faut encourager cela. Il faut encourager ces positions-là. Créer un gouvernement de large union, nous l'avons prédit sur le plateau ici. C'est la seule issue, c'est la seule voie qui va amener les Congolais vers une élection paisible où Kabila partira tranquille. Parce que vous savez ce qu'ils ont à gagner, à collaborer ensemble, à se parler déjà, ça baisse la tension. Les gens se connaissent mieux. C'est-à-dire quand vous parlez entre vous, vous connaissez mieux.
Je crois que c'est le dialogue qui continue à travers ce gouvernement d'union nationale. C'est Cissé, ce que je demande à Fernand d'encourager. Lamine Cissé, il y a des préalables que l'UDPS a posés. Ces préalables n'ont pas été respectés. La preuve, aujourd'hui, on continue d'arrêter certains membres de l'UDPS dès lors qu'ils prévoient de manifester ou de sortir. On continue d'arrêter des gens, alors même que l'UDPS avait demandé, par exemple, la relaxe des prisonniers politiques, parce qu'on est tous d'accord qu'il y en a, Lamine Cissé, qui ont été pris et embastillés. Il y a actuellement un chef de parti d'opposition qui est venu de France et qui a disparu en RD Congo. Donc il y a des signes visibles de ce que le pouvoir en place continue de réprimer. Et ces signes-là font que l'UDPS aujourd'hui dit qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour aller à la table de négociation. Je suis contre le totalitarisme d'un régime. Mais je serais à la place de Kabila, je n'allais pas permettre une autre manifestation. Une manifestation qui fait des morts. Il y a plus de 8 morts, la dernière manifestation. Je crois qu'une manifestation quelconque dans un pays, ça s'organise. Il faut qu'une manifestation soit une occasion pour les bandits, des personnes incontrôlées, de créer des morts. Les opposants estiment que c'est la répression policière qui amène les morts. C'est ce que les opposants estiment. Vous savez, ces genres de manifestations, ce n'est pas facile à contrôler. Le Congo c'est-à-dire que il y a trop de victimes dans ce pays-là. On a d'ailleurs vu le général Célestin Kanyama qui était lui-même allé occuper le terrain sur lequel les opposants avaient prévu de manifester récemment. C'était le week-end des coups. Tout à fait. Mais, monsieur le journaliste, vous avez bien fait de rappeler ces faits. Moi, je vous ai dit à monsieur Cissé, on n'est pas là pour faire le procès de Tshisekedi ou de voir la crédibilité de ce monsieur. Mais le débat n'est plus sur Tshisekedi aujourd'hui. La page Tshisekedi est tournée. Mais lorsque vous dites que M. Sami Badibanga peut représenter quelque chose, une frange respectable de l'opposition, je vous dis non. Non et archi faux. Vous avez vu les débats sur sa nomination. Et vous avez vu le débat qui est allé même sur la toile où les gens ont contesté même sa nationalité, sa double nationalité. Voici un monsieur qui débarque avec une nationalité belge et une nationalité congolaise, contraire à tout ce qui est prévu dans la Constitution pour occuper des fonctions républicaine, de haute fonction républicaine. Il débarque et vous voulez qu'il fasse l'unanimité. Et c'est l'un des ministres du gouvernement, justement, qui allait dénoncer la chose sur la toile. Et c'est pour cette raison que je parle d'ailleurs de danse des macaques. Parce qu'au sein d'un même gouvernement... Un ancien ministre. Olivier Kamita, qui a déjà démissionné. Un ancien ministre en plus. Alors, donc, pour revenir à la question des manifestations du week-end, bye bye Kabila, mais c'est triste. Lorsque vous voyez un État transformé du jour au lendemain en État policier, où on traque les gens dans les ateliers, dans les maisons, même dans les égouts, pour les empêcher de se manifester, je crois qu'il y a vraiment un problème des droits humains, du respect des droits humains. Et M. Kabila, Joseph Kabila, s'il a encore une petite crédibilité à préserver, c'est justement sur ces questions-là qu'il doit les préserver. Il doit laisser la population congolaise s'exprimer. Je vous dis et je vous répète, moi j'ai travaillé dans l'humanitaire dans ce pays et j'ai vu des gens mourir comme des rats, comme des mouches. J'ai vu des cadavres, d'accord, s'accumuler du jour au lendemain. Vous voulez empêcher les gens de parler, de se manifester, de dire ce qu'ils ont encore à dire? On dit chez nous, vous ne pouvez pas frapper quelqu'un et l'empêcher de pleurer. Mais que Kabila laisse le peuple congolais s'exprimer, c'est leur droit. Tu dis qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils briguent un troisième mandat. Pourquoi veut-il surfer sur la misère et la pauvreté de ces gens-là? Je crois, M. Cissé, vous avez pendant longtemps défendu le régime Kabila, mais il est temps maintenant de changer d'option parce que ce monsieur, franchement, il est dépassé. Il ne peut pas apporter le changement en RDC et il faut un homme nouveau, quelqu'un qui n'a été mêlé ni des affaires de l'opposition ni de la mouvance, de la diaspora congolaise, pour venir justement rétablir l'ordre et rapporter la paix dans ce pays-là. Le peuple congolais a vraiment besoin de paix, sincèrement, en 2016. Fernand Zonano, oui. Qui est l'oiseau rare? L'oiseau rare existe toujours. Regardez ce qui se passe, vous avez vu, disons au Burkina Faso. On a pensé que ce pays ne pouvait pas retrouver la paix. C'est vrai, ce n'est pas l'exemple. Mais on a vu beaucoup de pays où on est allé dans la diaspora congolaise. Je suis très sûr qu'il y a des gens valables qui peuvent venir dans ce pays-là et représenter ce que le peuple congolais
cherche de neutralité encore et d'indépendance pour rétablir la paix dans le pays. Il est absolu dans sa position. Absolument. Il dit que c'est faux. Alors que moi, je voudrais qu'on amène nuance. les débats d'idées. Que je nuance. Parce que, vous savez, le Premier ministre qui vient d'être nommé, il fut le président du groupe parlementaire de l'opposition. Il fait plus de 40 députés et alliés. 42. Oui, 42 et alliés. Donc, ce que je voudrais dire, c'est pas n'importe qui. C'est une opposition. Et puis, il était un opposant radical, là, Kabila. Mais je crois, j'appelle le sursaut patriotique. Alors, j'ai l'impression que si, par exemple, la conférence nationale des forces vives de la nation béninoise se faisait, peut-être que vous, participants de cette conférence, peut-être que ça allait échouer. Parce que, à cette époque, vous pensez que cette époque du tournant de la vie politique, socio-économique béninois, c'était plus... le RDC était plus compliqué? Non. Parce qu'il y avait des hommes qui étaient mus par l'intérêt supérieur des populations, qui se sont surpassés, qui se sont sacrifiés, qui ont dit... Mais Lamine Cissé, aujourd'hui, vous êtes d'accord que de l'accord politique, il n'y a pas suffisamment de garanties, par exemple, que le président Kabila ne briguerait par un troisième mandat? Pas du tout. Vous l'avez dénoncé vous-même? Oui, je l'ai dénoncé. Mais vous savez, un processus... La conférence des forces vives de la nation de février 90 au Bénin avait tout d'inclusif. On est d'accord? Attention, quand Kérékou disait... Dites tout ce que vous voulez, mais ne me dites pas démissionne en tapant le pupitre. C'est parce qu'en fait, il a vu de loin ce que les gens n'ont pas vu. Mais les gens l'ont suivi. Parce que le peuple béninois, on va les comparer. Le peuple béninois, c'est une autre spécificité. Quand ça va casser, ils se réunissent pour que ça ne casse pas. C'est ce que nous voulons imprimer partout ailleurs en Afrique. Parce que vous voyez, les gens ne se manifestent pas. Mais regarde, dans notre sous-région, il y a des pays qui se disent des pays démocratiques, que je m'en garde de citer, mais qui répriment l'opposition dans la rue, qui amènent des policiers pour les emprisonner, qui arrêtent même des députés. Alors, je dis, la situation de Kabila, si j'étais président de la République en RDC, avant que l'opposition ne manifeste, après ces morts-là, je voudrais collaborer avec les forces publiques, avec l'opposition, pour m'assurer que cette manifestation ne sera pas infiltrée, il n'y aura plus de morts. Mais ça suffit. Je crois que c'est le souci principal. Sinon, la manifestation pacifique, vraiment, il n'y a pas un tel. Ça décompresse, ça permet aux gens de se libérer et de parler. Mais à chaque fois qu'il y a manifestation au Congo, il y a des morts. Moi, c'est ça mon problème. Oui, justement, il y a mort simplement parce que, M. Cissé, qu'il vous souvienne, déjà en août 2015, l'Association africaine des droits de l'homme, l'ASADO, avait déjà adressé une correspondance au président Joseph Kabila pour lui demander de rassurer son peuple ouvertement qu'il ne se représenterait plus, qu'il ne briguerait plus le troisième mandat. Il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Alors si aujourd'hui, le peuple souverain congolais se lève comme un seul homme pour réclamer le départ de cet homme, ce n'est que justice. Imaginez dans l'accord, cet accord taillé sur mesure, M. Lamine Cissé, que vous défendez tant, qui n'a... l'Union africaine. Mais l'accord, M. Cissé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans l'accord, il n'est précisé nulle part que M. Kabila, Joseph, ne se représenterait plus ou qu'il n'aura pas la possibilité ou la facilité de changer la constitution pour lever la limite du nombre de mandats? Vous êtes d'accord que l'accord ne l'a pas spécifié? Oui. Alors, quel est ce genre d'accord qui offre des garanties à un homme de s'éterniser au pouvoir? Et vous voulez que le peuple applaudisse cela et qu'on lui interdise même de sortir dans la rue, de se manifester? Mais je parle du peuple. C'est-à-dire que Kabila n'a pas de peuple. Je parle de ce peuple congolais qui a été meurtri pendant des décennies et qui continue de mourir massacré par des rebelles dans les forêts, dans toutes les provinces de la RDC. Je parle de ce peuple. Je parle de ce peuple. Ce peuple a besoin de se manifester. Ce peuple est fatigué. Non, mais vous savez, moi j'étais à Goma quand M. Kabila a visité Goma en 2009. Vous savez, quand M. Kabila se déplace avec son état-major, mais il dépossède des populations entières, des familles entières de leurs terres qu'il achète pour se construire des villas. Est-ce que c'est ça, ce modèle de président que nous voulons en Afrique, M. C? Vous êtes un panafricain. Vous êtes un panafricain. Nous avons vu M. Kabila dans ses agissements et nous répétons, en tant que défenseur des droits humains sur ce plateau, que
le temps Kabila est dépassé. La République démocratique du Congo a besoin d'autre chose, d'une autre expérience, d'un homme qui a de la vision pour ce pays et qui peut transformer ce pays et rendre les populations de ce pays bénéficiaires et des ressources inestimables et intéressantes. Vous voyez, un pays riche de ressources minières dans lequel les populations vivent comme des rats. Est-ce que c'est ça, ce modèle de démocratie qu'il nous faut en Afrique? C'est trop fort. Messieurs, on a vu, le débat était chaud entre vous deux, Fernand Zonano, journaliste spécialiste de l'urgence humanitaire et des OSC, Lamine Sissi, écrivain, expert en communication politique. C'est dit à la fin de ce premier débat. Nous allons parler de l'actualité en Côte d'Ivoire juste après un autre point de l'actualité à travers le flash. En Afrique du Sud, le cas Zuma a été abordé ce week-end frontalement lors d'une réunion du comité national exécutif de l'ANC. Le comité exécutif est la seule entité autorisée à démettre un président de ses fonctions en dehors d'une conférence élective. Selon la presse, le ministre du Tourisme aurait demandé à ce qu'une motion de censure contre Zuma soit votée au sein du parti. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement prend aussi clairement position contre le président sud-africain. Le chef de l'ex-junte malienne Amadou Sanogo, qui doit être jugé à partir de ce mercredi pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires, est prêt pour son procès, a affirmé maître Ismaël Touré, un de ses avocats. Des propos tenus à Sélengué, où est détenu le chef de l'ex-junte malienne. De son côté, un responsable de l'association des familles de militaires disparus a affirmé dimanche avoir reçu des menaces de mort par téléphone. En République démocratique du Congo, 35 civils ont été tués dimanche dans l'attaque d'un camp de déplacés Hutus par une milice Nandé dans une zone de l'Est, théâtre d'affrontements récurrents entre ces deux communautés. Il s'agit du massacre le plus meurtrier depuis un an environ que des heurts interethniques liés surtout à des querelles foncières agitent le centre-est de la province du Nord Kivu, déchirée par la violence des conflits depuis plus de 20 ans. Côte d'Ivoire, reprise du procès de Simone Gbagbo avec ses avocats, stratégie payante pour l'ex-première dame. Le débat prend place après l'intermède. Un débat qui se poursuit avec vous, messieurs Fernand Zonano et Lamine Sissi. Lamine Sissi, on voit finalement que Simone Gbagbo revient au procès avec ses avocats, alors qu'une semaine auparavant, c'était un autre discours qu'on avait entendu. Oui, on a dit c'est par la médiation du bâtonnier. Je crois que Simone Gbagbo, il est dans son rôle. Et puis, Simone, vous savez, son parcours, elle est syndicaliste de formation. De tout sang, il ne connaît que mener le combat. Hein? Le combat des idées, le combat de la rue. Et puis, il a été première dame en Côte d'Ivoire. Je crois que tout cela réuni, c'est une forte personnalité. Maintenant, la présomption d'innocence aidant, si quelqu'un est présumé et qu'on le poursuit, nous ne pouvons avoir que de la réserve. Absolument. Maintenant, il a été condamné pour 20 ans. Déjà, dans un premier procès. Oui, dans un premier procès. Maintenant, c'est le deuxième procès qui suit, là où on crime contre l'humanité, etc. Bon, il était un peu lié à ce qu'on appelle les escadrons de la mort. Oui. C'était des rumeurs, on entendait cela. Est-ce que c'est vrai? La justice va élucider cela. Mais je crois qu'il faut que le procès soit équitable pour que toute décision qui va être rendue plus tard soit une décision crédible. Alors, Fernand Zonano, vous avez suivi cette actualité-là en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, finalement, on peut dire que un bravo pour la manifestation de la vérité ou la possibilité de la manifestation de la vérité. Je vais être peut-être, je vais être un peu sceptique sur la manifestation de cette vérité. Je suis curieux d'abord de savoir qu'est-ce que le bâtonnier a proposé à Simone Gbagbo. Parce qu'on parle de médiation, et dans cette médiation, qu'est-ce que le bâtonnier et Simone Gbagbo se sont dit? Parce qu'il faut savoir clairement ce que demande Simone Gbagbo, c'est la comparution de certaines personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale et l'ancien Premier ministre au procès. Alors, est-ce qu'elle l'a obtenu? Est-ce que ces personnalités vont comparaître réellement? Est-ce que le bâtonnier lui a donné certitude que ces personnalités vont comparaître? Si non, je crois que le mystère demeure, parce que Simone Gbagbo a attrapé la bonne ligne de défense par le bon bout. Elle va demeurer mordicus, accrochée à ce bout-là.
Elle sait qu'elle tient l'affaire tant que le président de l'Assemblée, qui effectivement qui a joué un rôle flou dans ce conflit-là, ne va pas comparaître. Tant que l'ancien Premier ministre ne va pas comparaître, Simone Gbagbo va continuer à jouer là-dessus. Et c'est là où je suis sceptique, parce que je ne suis pas très sûr que ce procès conduise véritablement à la manifestation d'une quelconque vérité. Ce qui risque de se passer, parce qu'on a vu le procès Hissène Habré, qui s'est terminé par ce que tout le monde a applaudi comme une première, mais une première qui laisse un arrière-goût d'inachevé à certaines personnes comme moi, comme la plupart d'ailleurs des organisations de défense des droits humains, puisque l'actuel président tchadien Idriss Déby, et à l'époque chef d'état-major de Hissène Habré, n'a pas comparu. Il aurait absolument été difficile d'aller le chercher. Alors donc, bon, justement, de la même manière, il sera extrêmement difficile d'aller chercher un président de l'Assemblée ivoirien pour venir comparaître. Donc, le mystère va demeurer et Mme Simone Gbagbo sera certainement condamnée dans une parodie de procès. Donc, pour vous, c'est une parodie de procès, la mine. Absolument, absolument. Savez, tant que les protagonistes, les vrais protagonistes et les personnes réellement impliquées dans cette crise ne vont pas comparaître, et ça va demeurer une parodie de procès. Mais moi, je suis en train de... Parce que, vous savez, on ne peut pas avoir tout le monde coupable dans des actions. Il faut qu'il y ait des coupables, des vrais coupables. Et des gens peut-être qui ont subi. Simone Gbagbo, de sa position, était la première dame. Son mari avait toute la puissance publique républicaine. Donc il y a eu 3 000 morts. On l'accuse notamment de diriger un escadron. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut diriger les enquêtes vers cela pour établir la vérité, si elle est coupable ou elle n'est pas coupable. Guillaume Soro, on connaît son rôle. Il s'est révolté contre un système et il est entré en rébellion. Si on doit le poursuivre, on le poursuit sur ce terrain-là. Et pourquoi on ne le poursuit pas? Qui c'est? Guillaume Soro. Qui voudrait pourquoi on ne le poursuit pas? Pourquoi on ne le poursuit pas? On poursuit Alassane Ouattara alors. Puisque justement. Alassane Ouattara aussi était dans la rébellion. C'est le problème. On ne peut pas avoir deux coupables dans un fait. Vous savez, moi, c'est pourquoi je m'attaque aux causes. C'est les causes. Quelle est la cause de cela? La cause profonde, c'est cette loi scélérate, cette loi qui a divisé le peuple ivoirien. Cette loi, quels sont les fabricants de ces lois-là? Vous voulez parler du concept d'ivoirité. Mais c'est ce qui a... On a exclu plus de 40% du fichier national. Guillaume Soro s'est levé contre ça. En tant qu'Africain, si j'étais à sa place, j'allais prendre les armes pour dire c'est ma survie. On ne peut pas faire ça dans mon pays. Donc, quelle est la cause? La cause réelle, ce sont les autorités qui étaient sur place à cette époque-là. Les élections sont passées d'une façon démocratique. L'autre a élu démocratiquement. Toutes les instances internationales, la CEDEAO, on dit laisse, tu n'as pas laissé. Et ça a créé plus de 3 000 morts. On va chercher les causes où? C'est celui qui a la puissance publique qui est la première cause. Je crois qu'il faut chercher. On ne peut pas avoir dans une affaire que tout le monde est coupable dans cette affaire-là. Ce n'est pas possible. Moi, j'allume le feu et que le feu embrase tout le monde, dit que bon, ceux qui ont participé à éteindre le feu ou à consommer sont tous coupables. Non, non. C'est moi le premier responsable. C'est pourquoi j'ai dit Gbagbo est la lourde responsable de se mettre devant le peuple ivoirien pour le dire, c'est moi. Évidemment, tous les gens qui sont derrière ces lois-là, ils sont tous coupables. Regardez, quand on chassait les Burkinabés, 100 000, 20 000, qui fuyaient, qui allaient au Burkina Faso, on les tuait même dans les plantations à cause de ces lois-là. Mais Blaise Compaoré, les conséquences, a pris acte pour dire je suis en état de guerre. La Côte d'Ivoire m'a déclaré la guerre. Il a abrité toute la rébellion. Mais il a raison. En tant que chef d'État, j'allais faire quoi? Mais est-ce que c'est Guillaume Soro qui est coupable, qui est responsable? Ou c'est Alassane Ouattara? C'est celui qui a la puissance publique qui doit amener la paix dans le pays, qui est le premier responsable. Moi, c'est comme ça que je juge les choses. Je voudrais juste dire, M. Cissé, je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas, du coup, accuser tout le monde dans une crise ou dans un procès du genre. Mais le fait de régler les problèmes à moitié nous amène vers un avenir plus explosif où, après le départ du régime actuel, disons, aux affaires en Côte d'Ivoire, et si jamais des petits-fils, des petits-enfants ou des relations, des proches de Simone Gbagbo et de son mari prenaient le pouvoir, un jour, Guillaume Soro et Alassane Ouattara seront traqués devant la justice. Et pour éviter cela,
que des générations entières d'Ivoiriens passent leur temps à se régler des comptes, il faut aller vers une véritable rencontre de vérité et de réconciliation. Et c'est ce que Alassane Ouattara n'a pas su faire. Et nous sommes très sûrs, vous me le direz, à la fin de son mandat, il sera fragilisé par ces événements qui vont le rattraper. Voilà, messieurs, nous allons rapidement, pourquoi pas, parler des élections législatives, puisque c'est aussi l'actualité actuellement en Côte d'Ivoire. On a vu 2 ministres qui ont été virés du gouvernement Ouattara, notamment Lamine Cissé. Oui, par désobéissance. Comme mon ami l'a dit, il n'a pas suivi la consigne du parti. Oui, mais évidemment, à un moment donné, il faut prendre les mesures. Si la grande majorité prend une direction, je crois qu'il faut prendre cette direction-là. J'ai vu ça par exemple en Côte d'Ivoire, même les élections législatives passées, ceux qui sont débarqués de leur parti parce qu'ils n'ont pas voulu suivre la consigne de parti. Alors donc, ça, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, ce que je n'ai pas compris, parce que moi, la constitution ivoirienne là, qui les amène vers les élections là, c'est une constitution pour moi révolutionnaire. Parce que on dirait que c'est la copie de la constitution ghanéenne. Vous savez, Jerry Rawlings, il a créé ce qu'on appelle la chambre des rois, des chefs traditionnels, oui. Mais c'est la démocratie à la base. Pendant la révolution marxiste-léniniste ici, nous avons vu le régime RPB. Le plus petit villageois est au courant de ce que le président de la République est en train de discuter au sommet. Il faut que notre démocratie soit décentralisée. Pas une démocratie intellectuelle, mais que la démocratie soit décentralisée à la base. Donc cette chambre-là qui a été créée, moi je dis c'est formidable. Mais j'entends par là l'opposition qui dit c'est la chambre de Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara passe, les institutions restent. Je crois que moi je suis d'accord, surtout sur l'article 35 là où on dit la nationalité, on doit avoir exclusivement, soit on est de nationalité ou de père ou de mère ivoirien, on se présente. Ça permet, n'est-ce pas, nos métis, nos gens qui sont à l'extérieur, etc., dont le papa est ivoirien ou la maman est française, etc., peuvent venir demain et dire je suis candidat pour mon pays. Je crois que ça permet maintenant d'inclure toutes les forces ivoiriennes autour de l'objectif, le développement. C'est ce que moi je dis. Oui, absolument, je suis d'accord avec M. Cissé. Je travaille actuellement sur un projet de protection et de promotion des droits des migrants, un projet financé par l'Union européenne. Et vous connaissez aujourd'hui ce que représente la crise migratoire pour l'humanité tout entière, pour le monde. Il faut dépoussiérer les constitutions de nos États, de nos pays. Il faut véritablement réfléchir sur le modèle de gouvernance qu'il faut, le modèle de société qu'il nous faut pour permettre véritablement à la notion d'étranger, la notion de la crainte de l'étranger qui a énormément fragilisé nos sociétés et de disparaître. Tant que nous n'allons pas faire disparaître ces velléités, et nous n'irons jamais vers le développement. Parce que le développement passe aussi par l'investissement et le brassage entre ceux qui sont venus d'ailleurs et les autochtones. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas été construits par des Américains autochtones. Qui sont les Américains autochtones? Vous allez me dire les Amérindiens. Mais les gens sont venus, c'est un pays d'immigrés. Donc, il faut aller vers cela. Alassane Ouattara a réussi franchement, à faire progresser la Côte d'Ivoire sur cette question-là, même si au sein de cette constitution, il y a des choses à revoir. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut se retrouver à nouveau avec toutes les composantes de la société et réfléchir sur comment améliorer la nouvelle constitution. Sinon, c'est vraiment une avancée, surtout la question de l'ivoirité qui a été résolue, nous l'espérons bien. Et même ceux qui, aujourd'hui, du côté de l'opposition, tirent sur Alassane Ouattara et sur l'administration en place contre cette constitution, finiront donc pas le reconnaître. C'est de la politique politicienne. Il faut certainement faire reconnaître ou crier que tout ce qu'Alassane Ouattara fait n'est pas bon. Ce n'est pas la politique constructive. Et la politique constructive devrait reconnaître que Alassane Ouattara a fait du bon boulot, l'accompagner
pour améliorer cette nouvelle constitution. Fernand Zonano, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste de l'urgence humanitaire et des OSC, des organisations de la société civile. Sur ce plateau, face à vous, il y avait Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite de programme sur SICA. Ce sera déjà tout pour ce numéro de Angle de Vue. Merci de nous rester fidèles.